Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de cette rencontre pour ce webinaire de novembre sur l'évaluation qualité, ses pièges, ses leviers et ses points de vigilance. Ravis de vous retrouver nombreux et d'accueillir Baptiste Thomasin du cabinet TLC et Gérald Gimeno d'Active Formation. Pour commencer, une petite présentation des deux organismes à l'origine de ce séminaire. Active Formation, bien sûr, organisme de formation historique du secteur social et médico-social depuis 50 ans, avec une offre de 400 modules de formation. Et le cabinet TLC, présent depuis 20 ans, organisme en qualité, organisation, prévention des risques, bonnes pratiques, organisme de formation et de conseil certifié ISO 9001, certifié ISO 17020, ce qui nous permet de réaliser plus de 300 évaluations qualité, nouvelles formules depuis 2023. Maintenant, je vais laisser nos intervenants, Gérald et Baptiste, se présenter pour nous dire rapidement qui ils sont et ce qu'ils font dans le secteur et auprès du secteur. Bien, ravi de vous retrouver. Bonjour. Gimeno Gérald, donc Active Formation, formateur depuis bientôt 20 ans dans le secteur sanitaire, social et médico-social au sein des ESMS et intervenant principalement sur tout ce qui concerne la réactualisation des projets, que ce soit les projets associatifs, projets d'établissement, projets de service, tout ce qui concerne bien sûr les démarches évaluatives et plus précisément les préparations aux évaluations à travers les nouvelles démarches d'évaluation et tout ce qui concerne aussi les transformations du secteur et leur impact à la fois sur les organisations, sur le parcours des les professionnels et sur les parcours des personnes accompagnées. Et tout ceci se fait au sein d'un pôle Active Formation, le pôle relatif à la transformation de l'offre. On est une dizaine de formateurs à intervenir. Merci. À toi, Baptiste. Bonjour à toutes et tous, Baptiste Thomasin, ravi de partager ce webinaire avec vous également. Je suis professionnel de terrain, une trentaine d'années d'expérience de terrain en tant que travailleur social dans le champ du handicap en début de parcours. Et puis après, j'ai occupé des fonctions de cadre et de cadre intermédiaire, directeur d'établissement, principalement dans le champ de l'hébergement d'urgence et l'accueil de migrants, centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et il y a maintenant plusieurs années que j'ai quitté ces fonctions de terrain pour me former. Je suis formateur pour adultes, une formation d'évaluateur avec une certification AFNOR, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'interviens pour le cabinet TLC avec 3 casquettes. Celle de formateur, je pilote notamment la formation Devenez évaluateur qualité pour préparer les personnes à la certification AFNOR. Je suis également consultant pour accompagner les équipes dans la préparation des évaluations, mais en déclinaison toute la mise à jour des outils de la loi du 2 janvier 2002. Et puis évaluateur qualité, avec plus d'une trentaine d'évaluations réalisées sous le format tel que l'impose la HAS depuis 2022, tout secteur, toute région géographique. Alors, donc on a un créneau d'1 heure qu'on va tenir. Donc n'hésitez pas à participer sur le chat, poser des questions, des remarques, faites ça au fil de l'eau et je me ferai le relais de ces questions auprès de Baptiste et de Gérald. Voilà, et on a prévu plusieurs temps d'échange durant le webinaire pour pouvoir poser ces questions. On est aujourd'hui 250 inscrits, déjà plus de 150 présents, donc nous on est très contents de vous avoir là. Et on en connaît quelques-uns, hein, mais on ne vous voit pas, mais on vous connaît. Alors, le webinaire, plusieurs temps. Juste rapidement, le cadre réglementaire, reposer les principaux éléments de ce cadre-là, qui est un cadre en mouvement, encore aujourd'hui. Des éléments sur la préparation de l'évaluation, voilà, je vais y venir. Ensuite, un temps d'échange. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, les points sensibles, des pièges, ce qui se passe actuellement sur la cotation, ce qui se passe sur les critères impératifs, les éléments de preuve, et re-échange, questions, et puis voilà. Donc, premier temps, le cadre réglementaire, c'est quoi les éléments forts de ce cadre, Baptiste ? Donc, les éléments réglementaires, il est important de replacer cette évaluation qualité dans l'évolution du secteur médico-social qui se structure depuis pas mal d'années maintenant. On a le Code de l'action sociale qui est venu donner des éléments de cadrage dès les années 70.
des points de passage importants qui ont fait bouger la réglementation avec la loi du 2 janvier 2002 et donc les obligations de prestation et déjà une logique d'évaluation qui était enclenchée. 5 années plus tard, le législateur a mis en œuvre les principes et les obligations d'évaluation interne et externe qui se sont mises en œuvre avec des résultats qui étaient partiellement satisfaisants, on va le dire comme ça. Tant et si bien que à partir de 2018-2019, c'est la Haute Autorité à la Santé qui a repris les éléments en main sur ces questions-là et qui, par sa loi du 24 juillet 2019, est venue imposer de nouvelles règles sur le champ de l'évaluation. Donc, plus d'évaluation externe, plus d'évaluation interne, des évaluations qualité, avec une périodicité qui est tous les 5 ans, les autorités de contrôle et de tarification qui déterminent la programmation des obligations d'évaluation. Et puis, au cœur de cette nouvelle manière de penser l'évaluation, un référentiel national d'évaluation qui s'applique à l'ensemble des établissements et services médico-sociaux, des méthodes évaluatives qui sont obligatoires. Et donc, ce référentiel va être la trame du travail, un référentiel construit en 3 chapitres qui se décline en 42 objectifs qui se déclinent eux-mêmes en 157 critères. Et donc, quand on est dans cette logique-là, on voit bien qu'il va falloir être dans un travail d'anticipation pour se préparer à cet exercice-là qui est une obligation réglementaire. On a dans les évolutions réglementaires qui évoluent en fonction du déploiement de la qualité, le décret du 25 avril 2022 qui est en parallèle de l'élaboration de ces nouvelles règles d'évaluation est venu également réformer le CVS. Et puis les textes et les décrets, ils arrivent régulièrement. On en a un très récent qui est arrivé le 9 octobre dernier, sur lequel on viendra échanger autour notamment du système de cotation. Et l'HAS a eu la bonne idée de venir nous éclairer sur ces questions, mais on en reparle un petit peu plus tard. C'est ça. Elle est venue nous éclairer parce qu'elle nous trouvait tous collectivement trop bienveillants. Donc voilà, c'est un teasing pour la suite. Donc la préparation de l'évaluation. Donc on va aborder 2 points, un point plus technique et un point plus méthodologique. Alors sur la partie organisationnelle, technique, Baptiste, de l'évaluation. Alors, ce qui est primordial par rapport à cette évaluation, c'est d'être dans une logique d'anticipation. Vous l'avez entendu, ce sont les autorités de contrôle et de tarification qui déterminent le programme, ce qui fait que les établissements reçoivent un courrier, un mail qui leur dit « Vous devrez avoir réalisé votre évaluation qualité avant fin du premier semestre 2025, fin du second semestre 2026. » Ce qui est important, c'est de ne surtout pas attendre le dernier moment. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, il va falloir s'assurer de savoir qu'est-ce qu'on évalue. Et ce qu'on évalue est déterminé par le numéro FINES. Et donc, sur cette première étape-là, eh bien, on peut se rendre compte de manière très, très factuelle qu'il y a des établissements et des services qui sont nés, qui ont vu le jour, parfois à titre expérimentaux, et ces expérimentations durent depuis 20 ans. Tant et si bien qu'on a besoin de cerner avec le numéro FINES, eh bien, quand on fait l'évaluation d'un EHPAD, est-ce que le service autonomie est associé ? Quand on a un CHRS, est-ce qu'on a un service alternatif aux unités hôtelières qui est associé ? Et tout ça va être à anticiper le plus tôt possible auprès des autorités de contrôle et de tarification qui sont, elles non plus, pas toujours aidantes et ne savent plus très bien dans quel panier mettre leurs œufs. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va être de choisir l'organisme évaluateur. Dans la logique de la Haute Autorité à la Santé, ce qui a changé, c'est que les organismes doivent obtenir une accréditation délivrée par le COFRAC qui se fait en plusieurs temps. Donc, pour pouvoir s'assurer d'une évaluation qui se passe le mieux possible, il faut se rendre sur le site de la HAS. Vous avez la liste des établissements qui sont accrédités, mais en ayant une vigilance sur le fait qu'ils aient fait un parcours et le circuit complet de l'accréditation, parce qu'il y a une première accréditation de 18 mois qui est délivrée. Donc là-dessus, extrême vigilance sur ces questions. Juste une toute petite incidente, j'en ferai une de temps en temps. Sur ce point-là, il y a 2 jours, on a été appelé par un établissement qui nous appelle en disant «
j'avais prévu mon évaluation avec un organisme lyonnais. Cet organisme n'est pas accrédité, il a été provisoirement, mais il ne l'est pas définitivement, ce qui fait que je suis en urgence, en recherche d'un organisme accrédité. Donc ça, c'est des choses que l'on commence à voir, parce que effectivement, des organismes sont provisoires, mais ne sont pas accrédités définitivement. Et ensuite, l'étape suivante qui est assez fondamentale sur la manière dont l'évaluation va être réalisée, c'est une fois que vous avez choisi l'évaluateur, ça va être de décider de construire ensemble cette évaluation. Et c'est une des différences extrêmement importantes entre une évaluation qualité et une inspection, c'est qu'en tant qu'établissement, vous allez construire le cahier des charges avec l'organisme que vous avez retenu. Et ce travail-là va tout de suite donner le tempo, la manière dont vous allez pouvoir enclencher le travail préparatoire. Parce que dans le cahier des charges, vous allez être au clair sur quel établissement, quel service on évalue, combien de jours ça va durer, quelles sont les personnes qui vont participer, le nombre des fameux accompagnés traceurs va être validé, et puis il y a un rétro-planning qui va être enclenché à ce moment-là pour vous assurer de rendre votre rapport d'évaluation dans les délais imposés par votre autorité de contrôle et de tarification. Dans ce processus-là, il y a une étape extrêmement importante sur laquelle nous, évaluateurs, on essaye vraiment de travailler en amont, ce sont les réunions de cadrage. Je m'explique, la réunion de cadrage va permettre l'évaluateur qui est chargé de la coordination de l'évaluation de rentrer en contact avec l'établissement, de bien valider les dates, de se remettre d'accord sur la méthodologie, le nombre d'accompagnés traceurs, les différentes séquences, et tout ça va nous permettre de co-construire ensemble un planning d'évaluation qui doit être le plus avancé possible pour que le jour de l'évaluation, les choses soient sur les rails, puisque une évaluation avec le référentiel national d'évaluation qui comporte 157 critères fait qu'on a besoin d'être extrêmement efficace sur une évaluation d'une journée et demie, de 2 jours, voire même de 3 jours. Et donc, pour ce travail préparatoire, on va demander aux établissements de nous transmettre un certain nombre de documents qui vont alimenter notre analyse documentaire. On va retrouver dedans le projet d'établissement, les outils de la loi du 2 janvier 2002, le rapport d'activité. Et puis, tous ces éléments-là vont commencer à nous alimenter sur un sujet dont on parlera tout à l'heure, qui est la prise en compte des éléments de preuve que l'établissement va devoir apporter aux évaluateurs pour valoriser leur pratique. Une fois que la visite sur site est réalisée, dans le calendrier, il est important d'avoir à l'esprit qu'il y a ensuite un délai d'1 mois qui est donné à l'organisme évaluateur pour adresser un pré-rapport d'évaluation dans lequel les éléments vont être notifiés et générés par une plateforme qui s'appelle Sinae. À la réception du pré-rapport, l'établissement va disposer, lui, à son tour, d'un délai d'1 mois pour en prendre connaissance et y apporter ses éventuels commentaires. Attention, les commentaires que vous allez mentionner dans le pré-rapport apparaîtront dans le rapport d'évaluation final. Donc, il s'agit de bien mesurer aussi ce qu'on fait apparaître dans les commentaires dans ce pré-rapport. Une fois que ces éléments sont transmis, le rapport final est généré et donc il est à la charge de l'établissement de l'adresser à son autorité de contrôle et de tarification, accompagné d'un éventuel plan d'action sur les critères impératifs dont on parlera dans une deuxième partie de la présentation. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment sur la partie organisation de l'évaluation, technique de l'évaluation. Donc surtout, anticiper, on planifie nos évaluations 6 à 9 mois avant. Aujourd'hui, si vous demandez une date avant fin mars, c'est très compliqué. On a pourtant 40, 45 évaluateurs, évaluatrices, mais il faut vraiment avoir quasiment 1 an d'avance sur cette partie-là. Surtout parce que vous êtes dans un secteur, vous êtes un lieu de vie, vous êtes en protection de l'enfance, ou bien vous êtes un EHPAD, ou bien vous avez des spécificités, et donc dans les 45 évaluateurs, pour d'autres 100 évaluateurs ou que sais-je, il va falloir trouver ceux qui ont la compétence de votre secteur d'activité et de vos activités. Après, ça, c'est la présentation contractuelle. Ensuite, la préparation contractuelle. Ensuite, on a la préparation méthodologique de l'évaluation. Et là, Gérald, tu vas nous éclairer un peu. Voilà, donc sur la préparation méthodologique de l'évaluation, on est vraiment en lien avec la démarche qualité de l'établissement. Et le carré de la qualité, je trouve, illustre bien cette démarche
entre les quatre angles de vue essentiels, la qualité attendue que l'on peut constater par la personne accompagnée, la qualité voulue en lien avec les objectifs mis en place par le SMS, notamment dans le cadre du projet d'établissement, des CEPOM, la qualité réellement délivrée qui témoigne des accompagnements proposés par les organisations, les établissements, les services. On parle d'accompagnement ou maintenant de prestations selon les établissements. La qualité perçue, enfin, qui témoigne de la satisfaction, en tout cas de l'expérience de la personne accompagnée. Et l'ensemble de ces points de vue peut amener à des écarts. L'auto-évaluation, à partir du référentiel unique, comme disait Baptiste, est un élément qui témoigne éventuellement de ces écarts, mais pas que. Il faut savoir que quand on est sur la dynamique de l'auto-évaluation, on est aussi là pour dire ce qui va et qui marche à travers ce qu'on appelle les points forts dans l'auto-évaluation, où on doit bien entendu intervenir. Les points forts, les éléments de preuve et les axes de progrès. C'est quelque chose qui est important puisqu'on alimente bien sûr au bout du bout le plan d'amélioration continue de la qualité à travers un regard croisé, associer les équipes, les personnes accompagnées sur le chapitre 1, les partenaires bien entendu, la finalité étant de mesurer la performance de l'organisation. Alors, sachez qu'aujourd'hui, l'auto-évaluation n'est plus obligatoire comme pouvait l'être l'évaluation interne, mais très fortement conseillée. Pourquoi ? Mais il n'y a qu'à voir les résultats, et les évaluateurs le disent eux-mêmes. Une auto-évaluation bien préparée, c'est une évaluation plutôt à succès derrière. Voilà, c'est quelque chose qui est relativement important. Dès lors, et c'est encouragé par l'HAS, bien entendu, les ESMS sont encouragés à réaliser les auto-évaluations pour alimenter leur dynamique d'amélioration de la qualité. Si on devait définir l'auto-évaluation, on dirait déjà c'est une démarche partagée et participative de tous. Quel est l'objectif ? Croiser les regards des professionnels, des personnes accompagnées, de la dirigeance, éventuellement des partenaires qui peuvent intervenir aussi. Au final, il s'agit bien d'évaluer la qualité des services fournis et identifier les axes d'amélioration pour répondre aux besoins des personnes accompagnées. C'est la clé de l'évaluation qualité nouvelle formule, c'est le croisement des regards entre d'un côté la personne accompagnée, le professionnel et l'équipe de professionnels qui accompagnent et ensuite la gouvernance, la dirigeance dans ce qu'elle souhaite mettre en œuvre. Et c'est voilà. Et on n'arrête pas de faire des liens entre les uns et les autres durant toute l'évaluation. Exactement. Alors, quelques étapes clés pour l'auto-évaluation, je dirais la même chose que pour mes collègues évaluateurs. Plus on se prépare en amont, mieux c'est. Et ça respecte la dynamique d'amélioration continue. Si nous avons 1 an et demi, 2 ans pour pouvoir réaliser l'évaluation, à ce moment-là, envisageons plusieurs auto-évaluations, c'est tout à fait possible dans cette dynamique-là. Bien entendu, en fonction de l'urgence, on peut se recentrer parfois sur les critères impératifs, plus peut-être essentiellement sur les chapitres 3, chapitre 1, en fonction des établissements. Ce qu'on fait avec les collègues, nous, pour préparer l'auto-évaluation, et on en a fait à peu près plus de 100 à 200 auto-évaluations à ce jour, nous, on fait intervenir dans le cadre de l'auto-évaluation et dans sa préparation les personnes accompagnées automatiquement dans le cadre du chapitre 1 et on les fait intervenir avec les personnes accompagnées. Les personnes accompagnées, je veux dire, et les professionnels, généralement quand c'est possible autour d'une table et on pose les questions en lien, bien entendu, avec le référentiel. Et je peux vous dire que ça crée une véritable dynamique avec des supports aussi adaptés en fonction et avec les représentants légaux en fonction des cas. Les équipes, bien entendu, se doivent d'être sensibilisées. Il est important d'expliquer la démarche au préalable, comment ça va se dérouler, le temps imparti pour préparer l'auto-évaluation. On conseille, nous, d'utiliser, comme pour les évaluateurs, la plateforme Sinae. Avec le référentiel, vous rentrez les numéros, Finesse, le numéro ciré, et vous avez généralement votre établissement qui apparaît et les chapitres qui se déroulent avec, bien entendu, les critères à remplir, les critères qui sont personnalisés à votre structure. Concernant la démarche, moi, je considère que c'est une véritable, pour l'avoir vécu avec les professionnels, dynamique. C'est une véritable préparation puisque ça met du sens à plusieurs niveaux. Le premier niveau,
il s'agit de placer l'auto-évaluation au centre du dispositif en lien avec les personnes accompagnées et les professionnels. Et quand on travaille de manière régulière, au fur et à mesure, cela permet de à la fois développer une véritable culture pour l'organisation, de développer les compétences pour les professionnels et de travailler en lien avec les CEPOM, les projets d'établissement. C'est très important. Lorsqu'on a un CEPOM qui précède et un projet d'établissement qui précède la démarche évaluative, sachez qu'il y a des thématiques connexes entre les projets d'établissement, plus de 8-9 thématiques connexes entre le projet d'établissement et les chapitres, les têtes de chapitre et les objectifs de la démarche évaluative. Et c'est très intéressant de pouvoir la préparer à travers l'écriture des projets d'établissement. Voilà, c'est quelque chose qui est même nécessaire. Très bien. Là aussi, ça participe bien entendu à la démarche qualité et la dynamique évaluative dans le temps peut constituer un véritable levier de management pour les cadres. Autrement dit, l'autodiagnostic permet de maintenir une véritable dynamique d'amélioration continue de la qualité avec le plan d'amélioration de la qualité. Et ça, c'est fondamental, je dirais juste pour terminer là-dessus, l'auto-évaluation dit à la fois ce qui marche, et on le voit à travers, et révélé à travers le référentiel, et accentué sur les axes d'amélioration. Merci beaucoup, Gérald. Merci, Baptiste. Quelques questions courtes, réponses courtes. Héloïse nous dit combien de professionnels peuvent participer aux traceurs ciblés. C'est une vraie question celle-là parce que voilà, le traceur ciblé, je suis dans le chapitre 2, je suis pas dans le chapitre 3, je suis pas dans le chapitre 1, donc du coup, voilà, combien de professionnels? Alors, sur cette partie-là, il faut prendre en compte les thématiques qui vont être évaluées pour avoir les professionnels qui interviennent sur les process. Le chapitre 2 vient interroger la manière dont les professionnels se situent dans la réalisation de leur mission. Je donne un exemple. En EHPAD, si la personne en charge du projet personnalisé est la psychologue, sur la séquence où on va aborder cette thématique-là, on a besoin de la présence de la psychologue. Il y a une partie sur l'accompagnement à l'autonomie qui vient voir comment l'insertion professionnelle est travaillée. Si on a une chargée d'insertion, une coordinatrice de parcours dans son établissement, il faut qu'elle puisse être là pour valoriser les bonnes pratiques. Donc, le nombre est variable. Après, pour des fluidités d'échange, on peut aller jusqu'à 5, 6 professionnels. Au-delà, le timing est un peu serré et les échanges sont moins fluides. D'accord. Une question pour Gérald. Si je suis dans l'urgence parce que mon autorité de tarification et de contrôle m'a dit un peu tard le délai, ou moi-même j'en ai pris conscience un peu tardivement, et donc du coup je dois aller vite et ça fait un moment, j'ai laissé tomber un petit peu la qualité avec le Covid, avec les difficultés de recrutement. Donc voilà, il y a beaucoup de structures qui sont dans cette difficulté-là. Comment je fais pour faire dans l'urgence ? Dans l'urgence, on a tendance à privilégier et à prioriser les critères impératifs. Les 18 critères impératifs, dans le sens où, derrière, ils peuvent faire l'objet d'un plan d'action prioritaire. On travaillera essentiellement sur ces critères impératifs et on le verra par la suite pour essayer d'obtenir la note maximale, 4 sur 4, et éviter de partir sur un plan d'action à prioriser. Voilà. Et en fonction de l'urgence, si l'urgence est acquise, derrière, on essaiera d'aller sur les autres chapitres. Troisième question, un plan d'évaluation. Donc, on me propose un planning de l'évaluation. Et moi, établissement, qu'est-ce que je peux discuter là-dedans ? Qu'est-ce que je peux… Enfin, voilà, je dois le prendre pour argent comptant ou il y a des choses que je peux commencer à discuter ? Non, c'est toute la différence avec l'inspection. C'est qu'on est dans un travail de co-construction pour rendre cette évaluation la plus utile à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une obligation de traiter l'ensemble des critères qui vont être générés par SINAE. On n'a pas le choix, c'est le cadre réglementaire. On doit appliquer les méthodes évaluatives, mais après, s'il y a possibilité d'ajuster le nombre de professionnels, le type de professionnel, agrémenter l'évaluation par un temps d'observation de mise en situation qui viendrait illustrer les pratiques des professionnels. S'il y a besoin de prendre un petit peu de temps pour aller visiter un lieu d'hébergement
parce qu'on est sur du logement diffus. Tout le travail préparatoire va consister à la construction de ce planning qui permette aussi d'avoir une vision la plus large possible du fonctionnement de l'établissement. Donc, en tant que responsable d'évaluation, je suis attentif à ces éléments-là et on va pouvoir échanger et construire ce planning en fonction de la disponibilité des personnes accompagnées également. Parfait. Encore une ou deux questions peut-être. Est-ce qu'il existe un support pour conduire une auto-évaluation sans l'appui d'un cabinet extérieur? Donc, d'abord, une toute petite remarque. L'auto-évaluation peut être réalisée sur Sinae, mais comme elle peut être réalisée aussi sur Qualité Val, Calineo, AGVAL ou tout autre outil du secteur, ou elle peut être réalisée sur un tableau Excel. Alors, effectivement, oui, il y a deux supports clés, le référentiel d'évaluation en lui-même HAS et le manuel qualité qui est là pour expliciter chacun des 157 critères avec des éléments de preuve à l'appui, même les recommandations de bonnes pratiques professionnelles en lien avec le critère qui pourront être utilisés. Et c'est quasiment des fiches dans lesquelles, en plus, on précise sur chacune des fiches liées aux critères si l'établissement il est concerné ou pas, selon qu'on soit en hébergement, selon qu'on n'y soit pas, selon le secteur d'intervention. Il y a les spécificités sur chacune des fiches. Les fiches sont bien faites. Bien entendu, les auto-évaluations peuvent être réalisées par les établissements eux-mêmes et même cultiver plusieurs auto-évaluations avant l'arrivée de l'évaluation. Voilà. Donc, il y a des avantages, des inconvénients, mais on peut prendre d'autres outils, d'autres méthodes. Ça dépend aussi de votre organisation interne. Enfin, voilà, il y a plusieurs questions sur ce sujet. En tout cas, l'important, c'est de le préparer. L'important, c'est de le préparer. Une question de Marie-Christine sur les services d'aide à domicile qui entrent depuis peu dans le champ de l'évaluation. On va tous être sous l'eau par les services à domicile, hein, clairement. Quels ajustements sont nécessaires pour être en cohérence avec le référentiel? Je vais me permettre un début de réponse. Oui. On a effectivement des établissements ou des services. On voit bien que le référentiel, au départ, il a été construit avec la vision de l'EHPAD, avec l'affaire Orpea, avec tout ça. Pour autant, tout le monde reconnaît qu'il s'adapte assez bien à tous les secteurs. Et les 157 critères sont plutôt bien faits. Quand on est sur un lieu de vie, par exemple, j'en ai fait plusieurs, il faut adapter les critères. Mais les 157 critères s'appliquent. Dès lors que le critère fait partie dans les critères impératifs, des fois il y en a 17, des fois il y en a 18. S'il y en a 18, il faut les traiter. Donc, voilà, Baptiste, peut-être un… Oui, c'est là que le travail préparatoire va être important parce qu'effectivement, ce référentiel, il a une fonction sanitaire et puis il pense à 80% des personnes qui sont prises en charge dans le secteur médico-social, que sont les personnes âgées, les adultes, enfants porteurs de handicap en établissement. Dès lors qu'on est sur d'autres types d'établissements, ça demande un petit peu de gymnastique. Et comme toute gymnastique, si on ne veut pas se blesser, il faut bien s'échauffer et anticiper les choses. C'est là que l'auto-évaluation va permettre de se dire, alors, a priori, ce critère-là, il n'est pas pour nous, mais si on fait un pas de côté, on se dit, ah bah oui, tiens, la malnutrition qui parle des personnes âgées, peut-être qu'on peut en parler dans le cadre d'un service de protection de l'enfance parce qu'on a des enfants qui ont des difficultés à ce niveau-là. Et ça demande de la préparation. Un des travaux qui me paraît très intéressant, et Gérald, tu le confirmeras, c'est que ça oblige les établissements aussi à repartager des définitions communes autour de termes qu'on utilise au quotidien. L'autonomie, l'accompagnement personnalisé, l'autodétermination. Eh bien, ça va nécessiter de se préparer pour voir que finalement, on a des éléments à faire valoir en termes de bonnes pratiques, y compris quand on est un service, et même si le référentiel, parfois, il se heurte à quelques difficultés de compréhension. Et tu vois, Baptiste, dans cette dynamique-là, quand on place le référentiel au centre, ça nous permet de pouvoir relayer avec les projets d'établissement ou autres supports sur lesquels on réfléchit à ces thématiques, autodétermination, pouvoir d'agir, la question de la nutrition, des nutritions, etc. Et on retrouve ces thématiques dans le référentiel. C'est pour ça que tout est intéressant de bien croiser ces données avec au centre le référentiel. Et l'auto-évaluation est vraiment extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, je dirais que dans les évaluations, on n'a plus de questions de fond sur l'intérêt de l'évaluation. Oui.
Parce que tout ça a été travaillé dans l'auto-évaluation. Effectivement, il y a des questions on se dit, mais ça n'a pas été fait pour nous. Mais on essaie de les malaxer pour voir quelle résonance ça peut avoir sur l'établissement, sur le secteur. Et les équipes y trouvent vraiment, vraiment de l'intérêt. On va avancer un petit peu. Je sais qu'il reste des questions. Il y a beaucoup de questions. Voilà. Et donc, on va les aborder un petit peu plus loin et puis on va essayer de tout traiter. Alors, quelques points sensibles, puisque c'était notre promesse, comme on dit, notre engagement de travailler sur quelques points sensibles après 1 an et demi comme ça d'évaluation qualité. Premier point, alors c'est écrit petit, le support, vous en disposerez du support, hein, et ça c'est juste une copie écran du document Haute Autorité de Santé qui est sorti le 9 octobre, donc il est encore chaud, il sort du four. Baptiste. Alors, pourquoi cette illustration? Parce que l'idée de l'évaluation de qualité est de venir apprécier comment l'établissement s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Sauf que l'HAS dit, avec ce référentiel, il y a le Code de l'action sociale et des familles, il y a la loi du 2 janvier 2002. On a besoin maintenant de s'assurer comment tout ça fonctionne. Et donc, pour ce faire, elle a mis en place un système de cotation. Le système de cotation, initialement, était pas très, très clair et laissait place à une forme de subjectivité, puisqu'on allait d'une cotation de 1 à 4, en allant d'un niveau pas du tout satisfaisant à un niveau plutôt pas satisfaisant, ensuite un plutôt satisfaisant et un tout à fait satisfaisant. L'HAS a entendu les remarques du secteur et notamment des évaluateurs, et par cette fiche du 9 octobre 2024 est venir redire à quel point il était important pour appuyer les bonnes pratiques des établissements qu'ils soient en capacité d'apporter de ce qu'elle appelle alors des éléments de preuve qui font un peu inspection, mais pour autant les éléments de preuve c'est tout ce qui va permettre de valoriser les bonnes pratiques. Et donc ces éléments-là vont avoir avec la capacité à l'établissement de formaliser ce qu'il fait, d'écrire, de rédiger, d'avoir des plans, des projets qui sont rédigés, de transcrire et de retranscrire les accompagnements. Et c'est là qu'on va voir que tout le travail autour de comment on favorise la communication par la transmission, l'utilisation des logiciels métiers qui sont là, mais pas uniquement. Un cahier de liaison entre une équipe du matin et du soir, s'il est bien mobilisé, va contribuer à avoir ces éléments-là. Et donc, ces éléments vont être assez importants pour nous, évaluateurs, pour pouvoir faire cet exercice particulier de transposer ce que l'on perçoit avec une note. Alors évidemment, la note, elle rappelle plus ou moins nos bons souvenirs scolaires. Et tout le monde est un petit peu en panique avec ces éléments-là. Essayons de dépasser cette approche-là. Alors, il y a les fameux critères impératifs qui remettent un peu de pression, mais ce qui fait qu'on va avoir besoin d'éléments. Et sur la slide qui suit, il y a quelques exemples qui vont venir illustrer le fait que ces éléments de traçabilité, finalement, s'inscrivent dans une logique qui est celle de la démarche d'amélioration continue de la qualité et la fameuse route Deming et le cycle PDCA. À partir du moment où une organisation de travail n'a pas planifié, elle va avoir du mal à mettre en œuvre. Une fois qu'elle a mis en œuvre, si elle n'évalue pas ce qu'elle fait, eh bien, on ne va pas pouvoir s'assurer de l'efficience de ce qu'on a réalisé. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir alimenter la démarche d'amélioration continue et les plans d'action. Et donc, dans le système de cotation, on a une logique de ce type-là qui fait que, bah oui, le niveau 4 attendu nécessite à ce que les éléments soient formalisés, qu'ils soient tracés et qu'ils soient réévalués quasiment systématiquement pour s'assurer de l'efficience du fonctionnement. Parce qu'une procédure d'accueil d'une nouvelle personne accompagnée peut très bien fonctionner, et puis 2 ans après, les publics changent, il y a d'autres besoins, et bien on a besoin de s'assurer que l'établissement s'inscrit bien dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc la traçabilité, les éléments de preuve vont être extrêmement importants dans notre évaluation des critères du référentiel. La HAS donc, a réuni les référents SMS, donc les responsables de chaque organisme accrédité, et nous a mis un coup de semonce au mois de mai-juin à travers plusieurs réunions en disant que les organismes étaient beaucoup trop bienveillants, un peu à l'image des anciennes évaluations externes. Et vous regardez par exemple dans le critère 2 aujourd'hui, si vous avez un élément de preuve qui est présenté, qui est à jour, qui est diffusé, donc une procédure, d'accord, une procédure douleur, une procédure, voilà, elle est à jour, ok, elle est diffusée aux professionnels, mais elle n'est pas mise en œuvre, elle n'est pas mise en application. On aurait eu tendance il y a 6 mois à dire c'est 3 parce c'est presque ça y est, quoi, on y est presque.
Aujourd'hui, la HAS nous dit clairement non, non, c'est 2 ça. Et la HAS fait des contrôles de nos rapports. La HAS fait des signalements des organismes auprès du COFRAC qui vient nous auditer tous les ans. 2 personnes pendant 2 jours du COFRAC viennent chez nous et chez les autres pendant 2 jours pour voir nos rapports, ce que l'on fait. Donc le système est extrêmement cadré aujourd'hui et voilà, ça c'est monté d'un ton il y a quelques mois dans les exigences de la Haute Autorité de Santé. Alors, on va peut-être passer sur les critères impératifs, oui. Puisque voilà, on nous interrogeait donc sur les critères impératifs. Donc, suivant votre établissement ou votre service, vous avez 17 ou 18 critères impératifs, suivant que vous êtes social ou médico-social. Le 18e étant le circuit du médicament. On aura l'occasion d'en parler. On pourrait y passer 2 heures, mais on aura l'occasion de l'aborder un tout petit peu tout à l'heure, parce qu'en plus, la Haute Autorité de Santé n'est pas parfaitement en ligne sur ce critère-là. Donc, les critères impératifs du référentiel. Alors, il faut, pour les trouver, on va directement dans le manuel. Et c'est là qu'ils apparaissent. Et on sait si on est concerné ou pas. Donc, le manuel sur le site de l'HAS, parce que c'est une des questions où est-ce qu'on trouve les critères impératifs. Vous tapez critères impératifs HAS, ou vous allez sur le site de l'HAS, vous prenez le manuel et puis vous regardez, il y a une page sur les critères impératifs. Tout à fait. L'HAS, quand elle a édité ce référentiel et quand elle a parlé des critères impératifs, elle avait écrit en rouge, c'est ce qu'on ne veut plus voir, ou à minima, on attend de la part des établissements qu'ils aient travaillé à ces questions. Pourquoi ? Les premiers critères impératifs apparaissent dans le chapitre 2 et viennent interroger la question de l'exercice des droits fondamentaux des personnes accompagnées. Que rappelle la HAS ? La HAS rappelle qu'il y a le Code de l'action sociale et des familles depuis plus de 50 ans maintenant et qu'il est important de s'assurer que les personnes ont une liberté d'aller et venir, qu'on respecte leur dignité et leur intégrité, la vie privée et l'intimité, la liberté d'opinion et des croyances, et puis des sujets un peu plus 2024 autour du droit à l'image. Sur ces questions-là, il est attendu de la part des établissements qu'ils aient des pratiques qui soient respectueuses des droits et qu'il y ait parfois, besoin d'encadrer un de ces droits fondamentaux, je pense notamment à la liberté d'aller et venir, on vient s'assurer que cet encadrement n'est ni abusif ni arbitraire. Pour exemple, les pratiques de contention. On a une pratique de contention, on vient s'assurer qu'il s'agit bien d'un acte médical, que c'est la dernière des options, qu'on réévalue les besoins. Et donc, ces critères impératifs du chapitre 2 viennent dans cette logique-là. On a ensuite des critères impératifs qui viennent voir comment l'établissement, lui, favorise l'exercice des droits. Qu'est-ce qu'il met en place en ce sens-là ? Là, on attend de la part des établissements qu'ils fassent vivre les fameux outils de la loi du 2 janvier 2002, puisque par définition, là, ils sont là pour favoriser les droits. Mais exemple, vous avez un livret d'accueil, le livret d'accueil, il est attendu qu'il soit réévalué, mis à jour, en associant à minima les professionnels, et puis peut-être les premiers concernés, que sont les personnes accompagnées, les usagers, pour, là encore, venir interroger l'efficience, l'efficacité de l'outil en tant que tel. On a un critère pas simple à appréhender qui est celui de la sécurisation et la confidentialité des protections et des informations des personnes accompagnées. On est sur toute la réglementation RGPD. C'est quelque chose qui demande et du temps et des moyens. Donc, on va venir apprécier entre la gestion d'un dossier à l'ancienne papier dans un lieu de vie et d'accueil où il y a un salarié, jusqu'aux structures très développées où on a un DPO, on a des procédures, mais pour autant, on va venir apprécier cet élément-là. Juste pour permettre à Baptiste de respirer, ces critères impératifs, ils changeront dans le temps. La HAS nous a dit très clairement que aujourd'hui c'était cela. Dans 5-7 ans, ils feront évoluer ces critères impératifs parce qu'effectivement, ceux-là seront en partie mis en œuvre. Et notamment dans les nouveaux, on verra beaucoup apparaître de choses sur la numérisation, le partage des données, le secret des données, la confidentialité. Et ça va prendre encore plus d'importance. Vas-y, tu as respiré. Merci pour la respiration. Sur le chapitre 3, deux formes de critères impératifs. Un sur la sécurisation du circuit du médicament, qui est un sujet très, très technique, qui fera l'objet d'échanges tout à l'heure. Je ne m'y arrête pas pour l'instant, mais on vient apprécier
chaque étape du circuit du médicament, de la première intervention du médecin qui fait l'ordonnance jusqu'à la préparation par qui, comment. Et donc, on est sur un élément assez technique. Et puis, les autres critères impératifs vont apparaître, eux, dans la démarche qualité et la gestion des risques. Et donc, l'HAS, là, nomme clairement les choses et attend de la part des établissements qu'ils soient aussi dans une logique de prévention du risque. C'est pour cette raison qu'ils font d'un critère impératif l'obligation d'avoir un plan de prévention des risques de maltraitance. Ce plan doit partir du terrain par la réalisation d'une cartographie avec les professionnels pour pouvoir s'assurer ensuite de traiter les faits de maltraitance. Précision, l'évolution réglementaire fait qu'un décret de février 2024 est venu imposer dans les nouveaux projets d'établissement que la démarche de prévention de la maltraitance soit bien formalisée. Totalement. On a ensuite d'autres critères impératifs autour de l'organisation, le recueil et le traitement des plaintes et des réclamations. Comment on recueille, comment on traite, comment on communique ces éléments-là et surtout, on n'oublie pas de faire une analyse de l'ensemble des plaintes et des réclamations. Et c'est à cet endroit-là que le CVS, quand il est là, va être associé à la démarche. On va venir demander, est-ce que le CVS a été informé de l'analyse des plaintes et des réclamations? C'est un des points importants actuellement. C'est ça. Et puis le plan de gestion de crise et de continuité de l'activité qui pose beaucoup de questions aussi. Et enfin voilà, on voit beaucoup de plans à structurer pour répondre à ces critères impératifs. Il faut savoir que les autorités de tarification et de contrôle, quand elles n'ont pas beaucoup de temps de lire les rapports, et il semblerait qu'elles n'aient pas beaucoup de temps pour lire les rapports, elles lisent, l'appréciation générale, donc on nous a demandé de reformuler, enfin la Haute Autorité de Santé nous l'a demandé, et 2, elles regardent les critères impératifs, donc les 17 ou 18 critères impératifs. Donc élément très important pour vous. Et juste en précision pour conclure, ces critères impératifs, la cotation minimale attendue, c'est la cotation maximale, c'est 4. Et si au moment de l'évaluation, l'établissement n'a pas 4 sur un de ces critères impératifs, il devra élaborer un plan d'action correctif immédiat à transmettre avec le rapport final. Et donc, c'est l'autorité de contrôle et de tarification qui aura le suivi de ce plan d'action. Donc, évidemment, ça met un peu de pression, un peu d'enjeu, et ça renvoie parfois à la nécessité de prioriser ces questions quand on n'a pas beaucoup de temps. Tout de suite, une petite question à l'un ou à l'autre. Le droit à l'image, quand est-ce que je l'actualise? Comment je fais? Parce que je l'ai fait une fois, mais quand est-ce que je le fais? Quand je fais une photo? Alors, il y a le minimum syndical qui est d'avoir une autorisation de droit à l'image. L'autorisation, elle doit être par contre assez précise et doit différencier les types de diffusion. Parce qu'il peut y avoir une diffusion en interne pour l'affichage, pour la newsletter de l'EHPAD ou de l'IME. Et puis, il y a la communication en externe. Voilà, les réseaux sociaux sont maintenant beaucoup utilisés. Donc, chaque type de diffusion doit être différencié. La logique voudrait qu'à chaque fois qu'il y a un événement particulier, on redemande l'accord à la personne accompagnée. Et donc, l'idée, ça serait de faire un peu comme on fait avec les enfants qui vont à l'école, c'est que c'est minimum une fois par an. Ça, c'est sûr. Et puis, à chaque fois qu'on a un événement particulier, une kermesse, eh bien, on redemande bien à la personne accompagnée si elle est d'accord de donner, si elle est d'accord de diffuser son image. Quelques petits éléments, parce qu'effectivement, les critères impératifs, et ensuite, Gérald, tu auras la main sur l'anticipation et la préparation, notamment des éléments de preuve. Donc, l'HAS a sorti des éléments sur les premières évaluations 2023. Et parmi les critères impératifs, donc les 18 ou 17, si vous êtes médico-social, c'est 18, sinon c'est 17, mais quels sont ceux qui coincent le plus? Donc, une évaluation sur 3 n'a pas une cotation à 4, donc à l'obligation d'un plan d'action. Un établissement sur 3 a l'obligation d'un plan d'action sur le recueil, le traitement des plaintes, l'analyse des événements indésirables en équipe, parce que c'est bien de les signaler, mais ensuite il faut une analyse, la communication sur le traitement des événements indésirables, l'analyse des plaintes et réclamations, donc on voit qu'on est vraiment dans cette boucle de gestion des risques et de qualité, la prévention de la maltraitance et la communication du plan de gestion de crise. Et 1 sur 2 n'a pas la cotation 4 sur la communication, sur le traitement des plaintes et des réclamations, notamment le CVS, qui doit maintenant, depuis la réforme, on doit être beaucoup plus dans un espace de dialogue, et la définition du plan de gestion de crise. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sortent et qui touchent beaucoup d'établissements, parce que
effectivement, après le Covid notamment, tous, on avait travaillé, les établissements avaient travaillé à des outils, mais des outils dédiés Covid. Et ça fait pas un plan de gestion de crise. Si j'ai plus d'informatique, ce que j'ai travaillé sur le Covid, ça sert pas forcément. Et dans ce qui pêche un peu, c'est l'implication des professionnels, notamment sur ces questions-là, et des personnes accompagnées sur le temps d'analyse. C'est-à-dire que l'HAS insiste beaucoup dans cette articulation entre les trois niveaux, qu'il y ait bien l'association des professionnels et des personnes accompagnées le plus possible à l'ensemble de ces critères impératifs. Voilà. Alors, l'anticipation des éléments de preuve. Aujourd'hui, depuis quelques mois, on voit, on peut être embolisé lors de l'évaluation par cette question des éléments de preuve et la préparation, elle est essentielle. Gérald. La préparation, elle est essentielle et surtout, comme le disait Baptiste, il faut démontrer à l'évaluateur la maîtrise de vos processus. Si en plus vous avez fait au préalable, dans le cadre de la démarche qualité, une cartographie des processus sur lesquels se déclinent protocoles et procédures, ce n'est que mieux. On ne maîtrise que ce qui est écrit. Il s'agit ici de dire ce que vous faites de manière formalisée. Attention à la question, et souvent les évaluateurs se trouvent heurtés à un petit peu ce mur-là. Attention à l'évidence, puisqu'il faut se rappeler que quand les évaluateurs viennent, ils viennent évaluer un petit peu ce qui se fait dans l'établissement eu égard aux critères. Et heureusement que la majorité des choses se font bien. Et souvent, ce qui se fait bien n'est pas forcément assez dit. Pourquoi ? Parce que c'est évident, on le fait. Et ça, on le voit sur les professionnels de terrain. Et l'auto-évaluation sert aussi à ça, à se dire ce qui vous semble évident ne l'est pas pour tous. Et les éléments de preuve se trouvent souvent dans ce qui vous semble évident. Et surtout démontrer ce qui va. Parce que c'est dans l'évidence souvent où on retrouve les éléments qui sont riches avec la présentation des pratiques et des savoir-faire. Mais si on va plus loin et si on cherche une définition concrète des éléments de preuve, c'est des informations, des documents qui permettent de vérifier et de justifier quoi ? Les pratiques et les actions mises en place par un établissement ou un service du social ou du médico-social. Quelque chose qui est fondamental, l'élément de preuve doit être, si possible, écrit. Deuxièmement, connu. Troisièmement, diffusé. Donc, mis en œuvre au sein de l'organisation pour obtenir les points maximaux, c'est-à-dire le 4 sur 4. Dans la préparation, voici quelques éléments de preuve dont on peut acter. Les entretiens sont des éléments de preuve avec la personne accompagnée, avec les professionnels. Les observations des pratiques des professionnels, l'observation des conditions d'accueil, des conditions d'accompagnement dans le quotidien, les documents, tout type de documents, notamment les documents administratifs, livrets d'accueil, règlement de fonctionnement, le projet d'établissement, le contrat de séjour, tous les comptes rendus de réunion peuvent faire l'objet d'éléments de preuve à l'intérieur qui seraient intéressants de montrer à l'évaluateur. Tout à fait. Les procédures, protocoles, procédures d'admission, les procédures d'accueil, la partie gestion des risques, les plans d'action, la traçabilité dans les dossiers, que l'on soit des dossiers sur les personnes accompagnées et autres types de dossiers. Autrement dit, l'ensemble des éléments de preuve permet de vérifier quoi ? La conformité aux critères du référentiel et de démontrer l'atteinte des objectifs qualité. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir conjuguer vos éléments de preuve spécifiques aux éléments de preuve qui sont déjà proposés dans le cadre du manuel qualité. Et ça, c'est très intéressant. N'oubliez pas, les écrits font office d'éléments de preuve, tels que même les mails professionnels, les retours sur mails professionnels de rencontres, de réunions à l'extérieur de l'établissement, sur des plateformes, sur le territoire, sont des éléments de preuve qui participent à la démonstration. Souvent dans les évaluations, on va rechercher des mails, vous allez rechercher des mails parce qu'il y a des partenariats et ah oui, on en a une trace parce que le partenariat il vit bien, mais on n'a pas forcément tracé grand-chose, mais il faut retrouver un mail. Donc là, c'est un travail préalable à faire parce qu'on n'a pas le temps de chercher longtemps l'élément de preuve. Dans la préparation de l'auto-évaluation, prioriser les critères impératifs, c'est ce qu'on avait dit, et faire avec les équipes. Alors, comme le disait Baptiste, rappel des critères impératifs, ils sont obligatoires, évalués strictement, souvent ne peuvent pas être cotés non concernés,
Ils peuvent bénéficier d'un plan d'action spécifique si vous n'obtenez pas la note de 4 sur 4. Et à partir du moment où on est sur 1, 2 ou 3, feront l'objet d'un suivi rigoureux. Les autorités compétentes peuvent mener des investigations complémentaires pour voir un petit peu le pourquoi de l'analyse. Globalement, voilà ce qu'il en est. Merci. On a très récemment, parce qu'en fait, vous gérez les critères impératifs que l'HAS fait descendre au travers des grilles. Donc, vous avez 18 critères impératifs selon votre SSMS. C'est le finesse géographique de votre SSMS qui compte pour une évaluation par critère géographique et par finesse géographique. Et donc, Baptiste s'est retrouvé là il y a quelques jours avec un CESAD qui avait donc le critère impératif lié au circuit du médicament, alors que le CESAD disait mais pour moi c'est non concerné parce que je ne gère pas de médicaments. Alors, la HAS n'est pas très au clair là-dessus parce que des fois, elle dit c'est possible de mettre non concerné, mais récemment, elle a dit c'est pas possible. S'il y a un critère, il ne doit pas être non concerné. Comment tu as traité le sujet, Baptiste, du circuit du médicament dans un CESAD qui ne gère pas, qui ne pense pas gérer de médicaments? Alors, concrètement, il n'y a aucun médicament donné. Les enfants sont suivis dans le cadre de leur scolarité en inclusion et viennent une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines dans l'établissement pour des formes de soutien scolaire. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'intervention du circuit du médicament. Pour autant, que se passe-t-il si le jour où l'enfant doit venir, il doit prendre un traitement qui s'assure de ça et comment ces éléments sont travaillés? Eh bien, l'établissement qui, en même temps que sa fonction de CESAD, gérait un IME, a fait une procédure commune dans laquelle il est mentionné au cas où un enfant du CESAD se présente qui a un besoin impératif, eh bien, on mobilise le médecin de l'IME, on fait appel éventuellement à une infirmière libérale pour s'assurer que ça fonctionne. Ce qui est attendu, c'est d'anticiper la prévention du risque sur ces questions. Et donc ça, c'est une logique à avoir pour pouvoir se dire peut-être qu'on n'intervient pas directement, mais si ça devait arriver, qu'est-ce que l'on ferait? Et on retrouve cette logique-là à plein d'endroits dans le référentiel national d'évaluation. Parfait. On va peut-être prendre tout de suite, il y a pas mal de questions et donc qui sont vraiment très intéressantes. Gérald, est-ce qu'on peut faire un classeur réservé aux éléments de preuve pour l'évaluation? Totalement, et ça va avec la suite au niveau des éléments de preuve sur certains critères qui pêchent. Le conseil que je vous donnerai, c'est d'avoir un dossier, même un petit dossier virtuel si vous voulez, directement par critère, avoir les éléments de preuve par critère. Je trouve que ça se passe bien. On a pu le faire avec les équipes. J'ai pu accompagner avec les équipes des établissements où pour chaque critère, si on n'a pas le temps, on le fait sur les critères impératifs. Si on le prépare avec plus d'aisance, pour chaque critère, voici les éléments de preuve que l'on vous propose à vous, messieurs les évaluateurs. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est du direct. Et la suite, vous allez voir le type d'éléments de preuve. Et le plus est l'ennemi du bien. Hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir 6 éléments de preuve pour venir démontrer la pertinence sur un seul critère. Deuxième question, Baptiste, pour toi. Notre évaluateur a refusé les mails suite à la nouvelle reco des cotations, suite à ce qui est sorti en octobre. Il a refusé les mails. Alors, dans l'appréciation de la fiche, il n'y a pas, à ma connaissance et à mon analyse, d'interdiction. On dit souvent un post-it est un élément de preuve. Oui, voilà. Une observation. C'est pour ça que Baptiste est en train de ramer pour ne pas dire du mal de l'évaluateur en question. Mais un mail est un élément de preuve. Hein, donc là, il faut être solide face à l'évaluateur. On va continuer un petit peu, puis après on reprendra quelques questions. Oui. Donc de toute façon, vous avez le support. Donc voilà, on va prendre par exemple celui-ci, Gérald. Alors, exactement, dans le support, on a mis par rapport à certains critères, et là on est sur les critères impératifs qui pêchent, quelques éléments de preuve. On a mis des éléments de preuve, là ici, voilà, c'est ça. On a mis des éléments de preuve. Attends, tu peux remettre Thierry juste celui d'avant. Voilà, par exemple celui-ci. Attends, un peu avant. D'accord. Voilà, plan de prévention de la maltraitance, cartographie des risques, ça illustre bien. Vous voyez, éléments de preuve attendus, on en a positionné un certain nombre. Le projet d'établissement qui fait référence au plan de prévention de la maltraitance. La réalisation en lui-même du plan de prévention de la maltraitance. Et ça illustre bien parce qu'avant, ça pouvait faire déjà l'objet d'un 3. Là, si ce plan de prévention de la maltraitance, en plus, a été réalisé avec des personnes accompagnées, présentées en CVS
discuté, par exemple, dans le comité éthique et bientraitance, où on a les éléments de preuve comme quoi il a été discuté et qui fait l'objet d'un suivi régulier et qui est acté, par exemple, dans le cadre de la mise en place d'un tableau de bord, puisque le plan de prévention de la maltraitance prévoit aussi un tableau de bord des principaux risques de maltraitance identifiés auprès des personnes accompagnées. Vous voyez, tous ces éléments sont des éléments aujourd'hui qui sont attendus et qui font l'objet de l'évaluation. Donc, et il peut y en avoir d'autres. Mais ça, c'est des éléments de preuve. On vous a mis pour 7, 8 critères impératifs, des éléments de preuve associés. Exactement. Si tu me... Peu importe, vas-y Thierry, tu peux en passer. Je prends celui que tu veux. Voilà, par exemple, c'est le dernier. Comme tu parlais du plan de gestion de crise et de continuité de l'activité, le plan de gestion de crise et de continuité de l'activité, souvent, il peut être réalisé en lien en partie 2 du plan bleu, où on est sur des fiches actions en lien avec des événements endogènes et exogènes exceptionnels qui pourraient arriver dans le cadre de l'établissement. Mais élément de preuve, déjà un projet d'établissement qui va évoquer le plan de gestion de crise, ça c'est un élément déclaratif. Et derrière cet élément déclaratif, le plan en lui-même, le fait qu'il ait été communiqué au niveau du CVS, le fait même qu'on ait pu mettre en place des exercices de prévention des risques liés au plan de continuité de l'activité, l'utilisation de logiciels. Voilà, autant d'éléments de preuve qui sont intéressants le jour J de pouvoir apporter. Et vous voyez, je termine comme on a commencé sur cette diapo en disant l'important dans la caractérisation des éléments de preuve, c'est le plus possible d'être vraiment en regard croisé avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. Et voilà, et en lien toujours avec la démarche qualité. Et la HAS insiste beaucoup là-dessus, les personnes accompagnées, les professionnels, la gouvernance. Juste une diapo de récap et ensuite on prendra les quelques questions restantes parce qu'on va arriver au bout de notre session. Donc, vraiment anticiper, 9 mois de préparation minimum. Il faut vraiment anticiper pour remobiliser les équipes qui trouvent de l'intérêt dans le référentiel, donc quel que soit. Et puis, il faut adapter le référentiel à la nature précise de votre établissement, là où il se trouve. Contractualisez tôt et ne subissez pas. Donc, trouvez un cabinet accrédité. On en connaît des biens. Temps de cadrage bien avant la mission. Et intervenez, soyez pas passif, intervenez dans le choix de l'équipe. Il vous faut au moins un des 2 évaluateurs qui connaissent bien votre secteur d'activité. Intervenez dans le planning d'évaluation, dans la constitution des équipes. Voilà, c'est vraiment, ça doit vous servir à quelque chose, l'évaluation. Lancez une auto-évaluation au plus tôt pour avoir cette boucle permanente, ce plan d'action permanent dont parle Gérald. Associer les équipes. Effectivement, il y a une question en disant c'est difficile que la qualité s'empare de ça, mais c'est difficile aussi des équipes. Donc, plus vous avez de pieds et plus vous avez des équipes que vous pouvez engager dans la démarche, et mieux c'est. Et on a des très, très beaux exemples qui existent. Si vous n'êtes pas en avance dans la préparation, ce que disait Gérald, concentrez vos efforts. Critères impératifs, le droit des usagers et puis cette boucle d'amélioration continue. Préparez vos éléments de preuve, leur connaissance, leur mise à disposition. Donc ça, c'est vraiment important pour éviter du stress pour tout le monde. Et parlez aussi, on n'en a pas du tout parlé, de vos bonnes pratiques. Vous faites des trucs vachement bien, et tous, chacun d'entre vous. Mais nous, on vient avec notre questionnement. Et si vous n'y pensez pas, les repérer, c'est très bonne pratique. Dans du partenariat, dans ce que vous faites, dans du FALC, dans des documents que vous utilisez, dans des vidéos, dans des choses, parlez-en pour que ce soit présent dans l'évaluation. Pour rappel, les critères, c'est 1, 2, 3, 4 ou étoile quand vous êtes au-delà de ce qui est requis, de ce qui est demandé. Donc ça, c'est vraiment un point très, très important. Il nous reste 2 minutes pour répondre à 2 ou 3 questions. Est-ce que c'est forcément un binôme d'évaluateurs ? C'est minimum 2, ça peut être plus sur des évaluations de plus grande ampleur et effectivement exiger qu'il y ait quelqu'un qui connaisse votre particularité d'intervention. C'est ça. Est-ce que les soignants doivent être intégrés aux réponses des plaintes et réclamations et comment ils peuvent être intégrés? Alors, ça fait un webinaire à tout seul, mais… Vas-y, Gérald.
Oh non, vas-y. Sur les plaintes et les réclamations, c'est le registre des plaintes et réclamations. Il y a deux choses. Le premier, il faut qu'il soit vraiment le plus adapté possible aux personnes accompagnées. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, quitte même à le faire avec. Nous, on travaille sur la réalisation de registres des plaintes et des réclamations en adaptant le support le plus possible pour que les personnes accompagnées puissent eux-mêmes pouvoir inscrire éventuellement leurs plaintes et réclamations et surtout sensibiliser aussi les personnes accompagnées. C'est quoi une simple demande d'une plainte ou d'une réclamation? Ça, c'est des éléments qui sont fondamentaux. Et au-delà, lorsqu'on se retrouve à un moment donné en limite, c'est quel professionnel on va pouvoir sensibiliser pour que ça soit un petit peu le premier entonnoir pour prendre les plaintes et les réclamations qui pourraient venir de la part des personnes accompagnées qui sont dans l'incapacité de pouvoir le faire au quotidien. Et sensibiliser aussi l'entourage, puisque l'entourage des personnes accompagnées peut s'exprimer sur les plaintes et les réclamations. Voilà, merci Gérald. Merci. Une question, une remarque. La question, c'est et pour les établissements sociaux qui n'ont pas de soins, alors vous devez traiter les critères qui arrivent dans l'évaluation. Donc, s'il arrive le circuit du médicament, eh ben, vous devez traiter le circuit du médicament. En fait, vous avez du soin, vous prenez soin, vous prenez en soin les personnes et à un moment, il faut faire un effort d'adaptation et de vocabulaire là-dessus. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Gérald et Baptiste, en 3 mots. Sur la question du soin où il n'y a pas de soin, justement, l'évaluation peut mettre en lumière qu'il y a des besoins et que l'évaluation va nécessiter auprès du financeur de se poser la question si vous voulez atteindre les objectifs déterminés par la Haute Autorité à la Santé. C'est aussi une manière de pouvoir faire un plaidoyer sur la question du besoin de plus de professionnels de santé dans les établissements qui n'en ont pas. Et le dernier point qui moi je le prends comme un trait d'humour, mais ça n'en est pas un. Alors j'arrive sur la structure en tant que directrice et rien n'est fait. Point d'exclamation. Qu'est-ce que je dois faire? Que faire pour répondre à l'évaluation? Alors dans un premier temps, à mon avis, c'est prendre un apéro, je crois. Hein, ça me semble important. Et puis ensuite, il y a forcément des choses qui sont faites. Et surtout, on est habitué, en tant que cabinet d'évaluation, à avoir rencontré, notamment juste après le Covid, des structures qui n'avaient pas eu le temps de se mettre en marche autour de ça. Gérald, peut-être. Oui, moi, je te dirais, si on a un peu de temps avant l'évaluation et qu'on a l'auto-évaluation à mettre en place, attaquer une bonne auto-évaluation, c'est réunir les équipes, sensibiliser les équipes à toute la démarche. Souvent, quand on est en période d'auto-évaluation, la réactualisation du projet d'établissement n'est pas loin. Oui. Donc, avant, elle précède ou elle suit juste après. Soit on se sert du projet d'établissement comme un élément qui amène à l'évaluation et dans lequel on va travailler conjointement. Après, j'allais dire que stratégiquement, si on peut commencer par une peut-être signature CEPOM, derrière positionner la réécriture des projets d'établissement et après l'évaluation, tout est lié aujourd'hui. Et l'évaluation est un peu, et l'auto-évaluation, un centre névralgique. Et je crois que ça, c'est fondamental. Et comme tu le dis, Baptiste, si on a le temps pour préparer l'auto-évaluation, ce n'est que mieux. Sinon, les 18 critères impératifs. Voilà. Eh bien, écoutez, nous vous remercions beaucoup pour votre écoute. Alors, Active Formation, TLC, le cabinet TLC, on est là pour répondre à vos questions. Donc, vous aurez nos coordonnées et à vos besoins. Et puis, pour préparer, réaliser vos évaluations, vos auto-évaluations et tout ça. Bon courage à vous. Bon plaisir dans la démarche qualité et à très bientôt. Merci.